Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une question d'algèbre linéaire, un exercice d'algèbre linéaire destiné aux élèves de prépa au CG concernant comment déterminer le noyau et l'image d'un endomorphisme. Donc avant de commencer l'exercice, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour visualiser voilà, toutes les vidéos et aussi pour ne pas rater les vidéos à venir. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit E, l'espace vectoriel des fonctions continues sur R. Alors je note ça. D'accord. Alors vous avez E, c'est l'espace, pardon. Vous avez E, c'est l'espace des fonctions continues de R dans R, qui est en fait un espace vectoriel de référence. Hein. Et on considère phi l'application définie sur E. Donc phi, c'est une application qui va de E dans E, qui a toute fonction continue associe son image, phi de f. Et comment va phi de f, c'est une fonction qui va de R dans R. Donc comment il est défini? À tout x, associe quoi? Et bien phi de f de x qui est en fait égal à l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors première question, vérifier que phi est un endomorphisme de E. Alors là, il y a deux petites choses à montrer. D'accord? Première des choses, il faut montrer que phi est bien défini. Pourquoi si vous prenez f dans E, pourquoi phi de f est bien dans E? Et deuxièmement, la linéarité. La linéarité de phi, à savoir, quel que soit f et g dans E, quel que soit alpha dans R, phi dans alpha f plus g égale alpha phi de f plus phi de g. Alors pour la première question, je vous rappelle un exercice, un résultat de terminale et aussi de première année concernant dans le chapitre intégration sur un segment. Alors si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle i à valeur dans R, et vous avez a dans i, alors la fonction f qui va de i à valeur dans R, qui a tout x associé f de x, c'est l'intégrale de ax de f de t dt, c'est une fonction qui est c1 sur i. Sa dérivée, c'est exactement petit f, donc là, c'est en fait une primitive de petit f, qui en plus de ça, vérifie f de a égale à 0, puisque c'est l'intégrale de a de f de t dt. Et bien grand f, il a un nom, c'est ce qu'on appelle l'unique primitif de petit f. Voilà, s'annulant en A. D'accord, alors ce résultat là est très important parce qu'il va servir à répondre à cette question-là. Si f maintenant est dans E, et ben vous avez, quel que soit x dans R, phi f de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et ben on a quoi? Phi de f, c'est en fait l'unique primitive de petit f s'annulant en 0. Et donc là, d'après le théorème précédent, vous avez phi de f qui est fonction de classe C1. Or, toute fonction de classe C1 est une fonction continue. Et là, vous avez la conclusion. Quel que soit f dans E, vous avez phi de f qui est dans E. Donc là, on a répondu à la première question. Alors, ça d'une part. Alors, concernant la linéarité, quel que soit f et g dans E, quel que soit alpha dans R, il faut que je montre que phi de alpha f plus g, c'est alpha phi de f plus phi de g. Il s'agit en fait d'une égalité entre deux fonctions. Deux fonctions sont égales si et seulement si ils ont les mêmes images pour tout x. Voilà, ils ont les mêmes images en tout point de l'ensemble des parts. Alors là, j'applique en x, ça donne l'intégrale de 0 à x de alpha f plus g de t dt. C'est égal à alpha, pardon, l'intégrale de 0 à x de alpha f de t plus g de t dt. La linéarité de l'intégrale, cours terminal aux premières années prépa, ça donne alpha l'intégrale de 0 à x de f de t dt plus l'intégrale de 0 à x de g de t dt. Ce qui donnera en fin de compte, c'est alpha phi de f plus phi de g appliqué à x. Et là, vous avez la conclusion. C'est phi de phi alpha f plus g égale alpha phi de f plus phi de g. Donc là, les deux conditions sont vérifiées. Donc là, je peux en déduire que phi
est un endomorphisme de E. Voilà, alors regardons maintenant comment on détermine le noyau et l'image. Souvent le noyau est plus simple à déterminer. Hein. D'accord? Alors quel que soit F dans E, eh ben, je vais chercher qu'est-ce que ça veut dire F dans le quart de phi. Et bien ça c'est équivalent en fait à ce que phi de F égale à 0. C'est équivalent à ce que quel que soit x dans R, et ben la valeur elle est nulle, c'est-à-dire là vous avez ceci. Alors là encore, c'est ce théorème-là qui va nous permettre d'avoir le bon réflexe. Il s'agit là de dire que une primitive de f est nulle sans tout R. Et donc sa dérivée qui n'est d'autre que petit f, ça ne peut être que 0. Et donc là implique, attention là, il s'agit d'une application et non d'une équivalence. D'accord, alors quel que soit x dans R, là je dérive l'intégrale de 0 à x de f de t dt, d'accord, égale à 0. Et donc là, ça entraîne que quel que soit x dans R, et ben vous avez f de x égale à 0. Donc là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Que le quart de phi est réduit à la fonction nulle, c'est-à-dire à 0. Alors comme j'ai dit, l'image est plutôt plus délicat à déterminer. Regardons un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire G dans l'image de phi? Alors, G dans l'image de phi, alors soit G dans E, et regardons, G dans l'image de phi, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est équivalent à ce qu'il existe f, une fonction continue, telle que phi de f égale à G. C'est équivalent à ce qu'il existe f dans E, quel que soit x dans R, et bien vous avez G de x égale à l'intégrale, donc phi f de x, intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors là, il y a un truc qui me chagrine. En fait, il y a une question que je me pose. Quelles sont les conditions que doit vérifier la fonction g pour qu'il soit dans l'image de phi? Alors, première des choses, vu que g devrait être égal à l'intégrale de 0 à x de f de t dt, quel que soit x dans R, je remarque deux choses. Que ma fonction g devait être de classe C1, d'après toujours le théorème qu'on vient d'énoncer, et en plus de ça, g de 0 devait être égal à 0, puisque ça sera égal à l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt. Je remarque alors la conclusion ici c'est quoi? C'est que l'image de phi est inclus, non, c'est pas encore égal, à l'ensemble des fonctions g de classe C1 de R dans R, tel que g de 0 égale à 0. Voilà. Donc, et c'est exactement ce que je viens de faire. Je suis parti de G dans l'image de phi, et je viens de montrer, voilà, je suis parti d'ici, et je viens de montrer que G est certainement une fonction de classe C1 qui vérifie G de 0 égale à 0. Alors maintenant, j'ai envie de voir si l'autre inclusion est vérifiée. Et comme si c'est le cas, j'aurai l'image de phi égale à l'ensemble des fonctions g de classe C1 de R dans R, tel que g de 0 égale à 0. Et j'aurai alors déterminé l'image de phi. Alors, regardons. Je prends g, une fonction de classe C1. Ah, une petite remarque. Remarquons quand même que ceci, c'est en fait un sous-espace vectoriel de E. Toute fonction de classe C1 est une fonction continue. C'est facile de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. D'accord. Alors, si je prends une fonction g de classe C1 de R dans R, telle que g de 0 égale à 0, eh bien on a... Alors, la question est la suivante. Est-ce que je peux écrire g de x comme étant l'intégrale de 0 à x d'une fonction? Et là, je pense à utiliser g' de t. Et bien pourquoi? Parce que ça, c'est égal, une primitive de g' de t, c'est g de t, entre 0 et x, et là j'aurai g de x moins g de 0, et puisque g de 0 il est nul, donc ça sera exactement égal à g de x. Donc finalement, g de x est égal à phi de g' de x, avec, bien sûr, la fonction g' et les dons E, vu que g est de classe R. Donc, qu'est-ce que je viens alors de montrer? Je viens de montrer, alors j'efface, je viens alors de montrer que g, c'est égal à phi de g', et donc il est dans l'image de phi.
Et donc la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est terminé, j'ai déterminé l'image de phi. C'est en fait l'ensemble des fonctions g de classe C1 de R dans R, tel que quoi? Tel que g de 0 égale à 0. Voilà, et comme ça, j'aurais répondu à la question. Alors, troisième question, est-ce que phi est injectif? Alors, le quart de phi étant réduit au vecteur nul, donc là, vous avez phi qui est injective. Donc là, c'est un résultat de cours. Deuxième question, alors, est-ce que phi est surjectif? Eh bien, l'image de phi n'est pas égale à E. D'accord? Alors, on sait que phi est surjectif si seulement si l'image de phi égale à l'espace d'arrivée. Alors, l'image de phi n'est pas égal à E, il est inclus strictement dans E. Donc phi n'est pas surjective. N'est pas surjective. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi l'image de phi n'est pas inclue dans E, ben, ça paraît un peu simple, hein, parce que là tu n'as pas nécessairement toute fonction continue est une fonction de classe 1 et s'annule dans 0. Ben, si vous considérez l'application h qui a x dans R associe h de x égale, vous prenez par exemple la valeur absolue ou bien juste l'exponentielle x, h il est de classe C1, mais h de 0, il est différent de 0. Donc là vous avez h qui est dans E, mais h qui n'est pas dans l'image de phi. Hein. D'accord? Donc là, voilà, h n'est pas dans l'image de phi, et donc l'image de phi n'est pas égale à E. Donc phi n'est pas surjectif. Alors, la quatrième question est une question intéressante. Que peut-on déduire quand à l'espace vectoriel E? Souvent, ce genre de questions sont des questions qui sont un peu ambiguës. Voilà, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend en fait de la question. Alors, sauf si vous pensez à un résultat, c'est un résultat de cours, voilà, c'est le théorème suivant. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Pardon. Alors, le théorème est le suivant. C'est que si vous avez E est un espace vectoriel de dimension finie, d'accord? Et vous avez F un endomorphisme de E, alors on a F injective équivalent à F surjective équivalent à ce que F bijectif ou isomorphisme. En fait, ce théorème-là, c'est le corollaire d'un théorème qui est plus général, qui dit que si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie égales, c'est-à-dire ils ont la même dimension, et que F est une application linéaire de E dans F, alors à ce moment-là, vous avez F injectif équivalent à F surjectif équivalent à F bijectif ou isomorphisme. Et bien dans notre cas de figure, si E était de dimension finie, vu que phi est dans L de E, et ben on aura quoi? On aura phi injective équivalent à ce que phi surjective. Mais ça c'est absurde parce que justement, d'après la troisième question, on vient de montrer que phi est injectif mais il n'est pas surjectif. Donc la conclusion, c'est quoi? Eh bien c'est que en fait, E n'est pas de dimension finie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, d'accord? Donc je vous remercie, à bientôt.